Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir sur ce plateau de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité pour vous parler de votre logement aujourd'hui. Oui, est-ce qu'un logement, c'est uniquement 4 murs? Est-ce que ça se réduit à payer son loyer? Eh bien non, je ne pense pas. On va parler logement et incidence sur la santé en lien avec un thermomètre que Solidaris vient de sortir sur justement ce lien entre notre santé et notre logement. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir, entre autres, Basile Cornet. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes expert études et plaidoyer chez Solidaris. Vous allez donc nous donner tous les résultats de cette enquête Solidaris. Et puis, faire débat et échanger sur les enjeux autour de l'habitat, c'est le rôle du réseau wallon du droit à l'habitat. Et pour nous en parler, Arnaud Biland est là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes donc coordinateur au Rassemblement wallon pour le droit à l'habitat. C'est une plateforme, si je ne me trompe pas, associative, régionale qui regroupe des acteurs de la société civile. Tout à fait. Et puis, pour parler logement, précarité, indice sur la santé, nous avons aussi Christine Mailly aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes secrétaire générale au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors Christine, j'imagine que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté œuvre depuis longtemps pour dire que le logement, c'est vraiment une incidence très directe sur notre santé physique, mentale et sociétale, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Donc, on sait que le logement, c'est la clé de voûte si on veut permettre aux personnes de évoluer dans leur situation de vie et de sortir de la pauvreté, parce qu'on sait que non seulement c'est un abri, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la sécurité, c'est le lieu de l'établissement des relations avec l'école, avec l'environnement, la mobilité, etc., que changer régulièrement de logement, c'est quelque chose qui est dur pour les gens, et plus on est pauvre, plus ça risque d'arriver, que la dépendance au fait qu'on peut être un locataire faible face à un propriétaire privé, ou même dans le logement social où il y a saturation et c'est pas toujours simple, il y a tous les impacts sur la santé physique, la santé mentale, le moral et la santé sociale, la santé relations sociales. Alors physique, c'est une évidence en fonction de la qualité du logement, non seulement comment il est fabriqué, mais il est petit, il est grand, on ose, on sait s'y réaliser ou pas, on doit partager l'espace trop avec d'autres, il y a de l'humidité, il y a un toit qui fouille, il fait froid, on attrape des allergies, des choses comme ça. La santé mentale, c'est évidemment l'inquiétude de savoir payer, l'inquiétude de ses conditions de vie, le fait de se tracasser parce que ses enfants vont partir à l'école avec des vêtements qui sentent l'humidité, par exemple, alors qu'on les a lavés, qu'on ne sait pas les faire sécher. Et donc on est angoissé, on se dit qu'on va passer pour une mauvaise mère, on va peut-être avoir des remarques de l'extérieur, etc. Et donc ça a un impact sur toute la santé sociale. Comment fait-on pour recevoir des gens chez soi si le logement ne le permet pas? Comment fait-on aussi pour donner son adresse quand on est un enfant à quelqu'un qu'on voudrait bien inviter ou fêter un anniversaire? Comment fait-on si on fait partie de groupes relationnels où parfois on dit on se réunit dans une maison, puis chez l'autre le mois suivant, le mois suivant, le mois suivant? Il y a des gens qui se retirent de tout pour ces raisons-là, parce que ce n'est pas possible tout simplement, étant donné que cette qualité du logement est totalement déficiente. Et le cumul des trois, il est terriblement violent et il met les gens dans une pression d'existence majeure qui complique significativement leur vie et dans le portefeuille et sur toutes les autres facettes. Pour autant, on parle souvent de crise du logement, mais bon, selon vous, j'imagine, la crise du logement, elle est structurelle et systémique, elle est installée depuis des années. Néanmoins, Solidaris sort un thermomètre sur le logement lié à la santé, donc c'est qu'on est quand même dans une forme de paroxysme. Depuis, quels sont les indicateurs? C'est depuis le Covid, depuis la crise du Covid? La crise du Covid a provoqué... Crise énergétique. Oui, la crise du Covid et les inondations, l'énergie, l'inflation a provoqué un effet accélérateur, mais accélérateur d'une réalité qui est existante depuis des années. Il y a une défaillance depuis des années de l'autorité publique, j'ai envie de dire, de réguler le marché privé pour arriver à ce que tout le monde accède au logement, comme il y a une défaillance de l'autorité publique de garantir du logement social en quantité, en qualité. Et comme il y a une défaillance de l'autorité publique aussi à laisser les innovations qui permettent de recollectiviser le logement, d'arriver à des solutions plus collectives, etc., qui posent problème, comme il y a une défaillance de l'autorité publique sur toute la régulation de l'énergie, mais aussi la vision en fonction du climat, c'est-à-dire de relier le logement au climat. Et ces défaillances, elles ne sont pas nouvelles, elles datent d'il y a 30
ans, 40 ans de façon cumulative. Et ça fait des années que les acteurs tirent la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, on est en effet un paroxysme, avec ces impacts-là individuels sur les gens, un impact collectif sur l'organisation du territoire. Vous pouvez additionner à ça aussi aujourd'hui l'éloignement des services, de la proximité géographique des lieux d'habitat, la grande difficulté de la mobilité dès qu'on sort des centres-villes, etc. Et donc ce cumul-là provoque une difficulté majeure. Pour nous, le logement, c'est ce qu'on peut appeler une crise endémique. Bien sûr, la crise sanitaire a été grave, l'énergie c'est grave et tout ça, mais chez nous, le logement, compte tenu de l'importance que ça revêt pour les familles et les gens, c'est vraiment le cœur du problème et les politiques doivent s'en saisir urgemment, on va voir par toutes les facettes. Voilà ce qu'au réseau Allons vous proposez notamment comme solution, mais on va d'abord voir avec vous, Basile. Comme disait Christine Mailly, l'autorité publique est assez défaillante. C'est pour ça que Solidaris sort son thermomètre. Quels en sont les résultats et pourquoi avoir fait ce thermomètre justement pour tirer la sonnette d'alarme et dire aujourd'hui, là maintenant, il va falloir prendre en tout cas en main une véritable politique. C'est ça. Mais donc, je vais contextualiser un petit peu en expliquant ce que c'est le thermomètre. Donc, c'est une enquête annuelle que Solidaris réalise sur un sujet qui est à la fois d'actualité, qui est transversal, qui traite de la santé publique de manière transversale et à propos duquel on va aller interroger directement les gens. Donc je remercie Christine Mailly d'avoir vraiment mis le doigt et exemplifié toutes les problématiques de santé qui peuvent découler du logement et à quel point le logement est la clé de voûte du bien-être et de la santé physique, mentale et sociale. Nous, on a voulu objectiver tout ça en interrogeant plus de 2000 Belges francophones qui sont vraiment représentatifs de la population en Wallonie. Wallonie-Bruxelles. En Wallonie et à Bruxelles, c'est ça. Et donc, pourquoi le logement ? Ça tombe un petit peu sous le sens vu ce qui vient d'être dit. Mais nous, évidemment, on voulait faire un focus sur la santé, parce qu'en tant que mutualité, il nous semblait important, vu comment le logement, et je ne vais pas revenir là-dessus, est déterminant pour les différentes dimensions de la santé. C'est une politique trop frileuse et qui coûte cher, finalement, aux mutualistes. Puis on tombe malade. Ça coûte cher aux mutualistes, ça coûte cher à tout le monde, ça coûte cher aux patients, ça coûte cher à l'État. Et puis, puisqu'on parle de chiffres, je vais vous citer cette étude de l'Agence européenne pour l'amélioration de la qualité de vie, qui n'est donc pas un organisme militant, qui se fonde sur des données très solides, qui a chiffré pour 2016 à 133 millions les dépenses de santé en Belgique qui sont dues à des problèmes de santé liés à un logement qui n'était pas adapté. Donc tout ça, ça justifie en fait que les mutuelles, qui sont des acteurs de santé et des acteurs de la société civile, se positionnent sur cette question. Et donc si on veut parler des résultats, il y a quelques chiffres clés. Premièrement, on constate qu'il y a près d'une personne sur deux qui a un logement insatisfaisant. Donc on a posé toute une série de questions objectives aux gens. Est-ce que vous avez des fuites ? Est-ce que vous avez de l'humidité ? Est-ce qu'il fait froid en hiver ? Est-ce qu'il fait chaud en été ? Très, très pratique et basé sur les facteurs de risque identifiés dans la littérature et par l'Organisation mondiale de la santé pour être le plus objectif possible. Et on a 47% des gens qui obtiennent un score insatisfaisant, près d'une personne sur deux, et ça touche pas uniquement les catégories les plus déclassées socialement. Peut-être que certains étaient eux-mêmes surpris d'un mauvais résultat, en tout cas, parce que parfois on ne se pose pas trop la question de savoir si son logement, on vit là où on vit, quoi. Alors ici, c'est pas un bulletin, on n'est pas retourné vers les gens en disant vous avez un mauvais logement, mais par contre, ce qu'on ressort, un chiffre très important, c'est qu'on a 13% des gens qui déclarent un problème de santé lié à leur logement pour elles ou pour une personne de leur ménage. Donc absolument, c'est gigantesque. C'est quoi comme problème de santé, par exemple ? Quelles sont les maladies ? Ça recoupe exactement ce qui est dit dans la littérature au niveau international, c'est-à-dire que les problèmes les plus courants suite aux facteurs de risque auxquels on peut être exposé dans le logement, qui sont l'humidité, la moisissure, les risques d'accident, c'est les problèmes respiratoires, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de santé mentale également, et alors l'exposition bien entendu au risque d'accident. Il faut savoir qu'il y a seulement 21% des répondants qui considèrent que leur logement sera adapté à une personne qui est en perte de mobilité par exemple. Donc ça c'est aussi un facteur qui est très important, mais ce sur quoi on veut mettre l'accent, outre le fait que le chiffre est important, qui touche toutes les catégories sociales, c'est qu'il ne touche pas toutes les catégories sociales de la même façon. Et ça, c'est vraiment le deuxième point qu'on veut souligner. Non seulement le logement, c'est un vrai enjeu de santé publique, vu les chiffres qu'on vient de donner, mais c'est un vrai enjeu de justice sociale. Puisque ce chiffre de 13%, pour les personnes qui sont dans les groupes sociaux les plus précaires, il monte à 22%. Donc c'est plus d'une personne sur 5. C'est quoi les milieux précaires ? Famille monoparentale ?
On a une série d'indicateurs qui permettent d'objectiver le niveau socio-économique d'une personne. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps de rentrer dans les détails. Et par contre, pour les groupes sociaux les plus privilégiés, on est seulement à 7%. Si on prend l'angle du genre, on est à 16% de femmes contre le 13% de moyenne et à 9% d'hommes à déclarer des problèmes de santé pour eux ou un membre de leur ménage qui est lié au logement. Les chômeurs, ça monte à 18%. Et on pourra revenir après sur le statut d'occupation. Donc, est-ce que être propriétaire, ça influence? Être locataire d'un logement social, ça influence. Mais ce chiffre, il monte à 28% pour les locataires de logements sociaux. Donc, vraiment, les deux messages à retenir, c'est que le logement, c'est un problème pas uniquement de logement et d'avoir un toit et 4 murs, comme vous le disiez, mais c'est un problème de santé publique, qui touche les gens directement dans leur santé, dans leur bien-être. Et ça, on le voit en tant que mutuelle de proximité, mais qui a aussi un fort impact sur le système de soins de santé dans son ensemble, ce qu'on voit aussi en tant qu'acteur incontournable des politiques de soins de santé. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que c'est un enjeu de justice sociale et pas juste de santé publique, puisque il y a diverses inégalités sociales qui se traduisent dans l'état de santé lié au logement. Moi, ce qui m'a étonné, Christine, juste après, je vous donne la parole, ce qui m'a étonné aussi dans ce thermomètre, c'est qu'en fait, les gens qui ont des soucis de santé liés à leur logement ne préviennent pas leur médecin. Alors, c'est pas qu'ils ne préviennent pas leur médecin, c'est que c'est rarement abordé dans des consultations avec des professionnels de santé. Donc on a 13%, je le répète, de personnes qui déclarent un problème de santé lié à leur logement. J'ai un problème respiratoire, mais jamais je vais penser à dire à mon médecin, mais en fait, il fait tellement humide chez moi, ou j'ai la mérule. Alors, je ne sais pas dire pour vous, mais ce que l'enquête montre, c'est qu'on a seulement 9% des gens qui déclarent que leur état de santé, leur logement, a été abordé dans le cadre de leur rapport avec un professionnel de la santé. Par les professionnels, j'imagine. Christine, avant de passer juste très court, c'était un peu relié à ce qui vient de se dire, c'est que il y a aussi la réalité que les gens ont peu de possibilités de mobilité de logement et donc ils finissent par s'habituer dramatiquement aux conditions dans lesquelles ils sont et à ne plus voir le risque et le danger. On ne peut pas le leur reprocher. La préoccupation de la peur de la perte de logement ou de l'incapacité d'avoir une mobilité dans le logement qui conduisent vers du meilleur fait qu'à un moment donné, on avale la pilule, j'ai envie de dire. Quand on est locataire, et ça, Arnaud pourra nous le dire aussi, quand on est locataire, parfois, on n'ose pas demander à son propriétaire de faire les travaux adéquats pour remettre le logement en état, puisque le loyer va augmenter et qu'on ne sera pas capable de le payer. Vous, au Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat, vous faites ces constats-là également. Vous êtes toujours en campagne. Vous êtes notamment aujourd'hui, pour le moment, sur quoi? Une campagne autour des expulsions, on a travaillé vraiment la question des expulsions qui est vraiment invisibilisée. C'est une thématique qu'on a un peu parlé durant le Covid, notamment parce que c'était la première fois qu'il y a eu un moratoire sur les expulsions. Voilà, c'est ça un élément, c'est qu'on pense toujours qu'il y a un moratoire hivernal. Il n'existe pas de moratoire hivernal sur les expulsions. Pour ceux qui nous écouteraient, qui sont un peu perdus, un moratoire sur les expulsions. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas expulser l'hiver. C'est ça, qu'il y a une décision de justice d'expulser, mais qu'on ne peut pas l'appliquer. C'est-à-dire que la décision est reportée à des jours un peu plus cléments. Mais en tout cas, ce moratoire-là, il existe en France, maintenant il existe à Bruxelles. En Wallonie, il y a toujours un blocage politique, alors que c'est vraiment une mesure déjà de première urgence. Mais ce n'est pas du tout la seule mesure qu'on préconise, au contraire, parce que ça, c'est vraiment une mesure qui s'attaque, je dirais, aux causes et aux conséquences, pardon. Mais les expulsions sont liées à des loyers trop chers. Globalement, 8 expulsions sur 10. Dire, pourquoi est-ce qu'on expulse ces gens? Parce qu'ils ne payent pas leur loyer. Tout à fait. En gros, 8 expulsions sur 10 sont motivées par des arriérés de loyer. Nous, on parle de loyer impayable et non pas de loyer impayé. C'est que les gens n'arrivent plus globalement à payer leur loyer et se retrouvent avec une pression qui est mise effectivement d'avis d'expulsion, de requêtes, etc. et qui les met aussi dans des stress et un impact psychologique énorme. Il y a une étude de la Fondation Abbé Pierre qui vraiment montre à quel point c'est un stress et donc les personnes souvent n'attendent pas d'être expulsées. Parce que venir avec un huissier, la police, un déménageur qui coûte aussi, donc elles partent avant, mais en fait ce sont toutes des expulsions invisibles qu'on ne voit pas, mais qui obligent effectivement les locataires à bouger. Et ça, c'est, je dirais, le symptôme du mal logement, mais qui se traduit effectivement par des choses très très violentes. Et donc on a mené une campagne ici sur ce sujet-là, en le reliant vraiment à la notion d'encadrement des loyers. Pour nous, il faut maintenant arrêter de dire que le marché privé va pouvoir résoudre la crise du logement. Ce n'est pas possible. On le voit bien, ça produit des logements de mauvaise qualité. Et ça produit effectivement de la discrimination, des expulsions. Et donc, c'est le message principal, c'est de relier vraiment ces dimensions des expulsions qui est vraiment la violence, je dirais, c'est vraiment des mesures inhumaines en fait. On est vraiment face à l'expulsion, c'est quelque chose qui, encore dans notre société, ne devrait plus exister. Sur notre santé mentale, ça doit être terrible, évidemment, comme le disait Christine, ça c'est d'une violence catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on doit réguler, parce que ça fait partie des solutions que chacun demande, parce que l'habitat est devenu trop un bien marchand?
Oui, c'est clair qu'il y a des notions de spéculation. Après, si on regarde l'état un petit peu du marché privé au niveau de la Wallonie, on est sur plutôt un profil de petits bailleurs. Hein. Je dirais, on n'est pas avec des grands acteurs comme on peut le voir en Allemagne, par exemple, avec des sociétés qui parfois détiennent 100 000 logements. Ici, c'est plutôt un profil de petits bailleurs, mais qui en tirent des revenus. Et alors, c'est vrai que là, il y a une nouvelle étude aussi qui montre que le profil des bailleurs, oui, il y a certainement des bailleurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, notamment pour rénover, mais il y a aussi tous des bailleurs, et il y a quand même une majorité Qui font du profit. bien sûr, du profit, mais qui sont aussi avec des moyens. C'est plutôt du bonus. En fait, la rente immobilière n'est pas, comme on nous le dit parfois, pour juste une pension. Oui, c'est sûr, ça permet de compléter des revenus qui sont insuffisants et donc des pensions, etc. Et donc, c'est un investissement que des personnes font. Et là, il n'y a aucune limitation. Il n'y a aucune limitation. Et nous, loyer, il faut vraiment s'attaquer, je dirais, à l'ensemble. Il n'y a aucune, sur la spéculation immobilière, il n'y a pas non plus de taxation, très peu sur ce qu'on fait comme spéculation, ce qu'on va faire comme aussi en revendant son bien. Et ça a un impact évidemment sur les loyers. Et globalement, en Wallonie, on voit une tendance, alors qu'à Bruxelles, c'était déjà, ça existe depuis longtemps, mais là, en Wallonie, c'est vraiment quelque chose sur certaines villes comme Liège, 15% en 5 ans d'augmentation des loyers de façon moyenne. C'est dû à quoi ça? Les gens se disent, depuis le Covid, c'est l'offre qui est tellement importante, la demande, pardon, qui est tellement importante que l'offre en profite? Oui, c'est sûr, c'est l'offre et la demande, et puis les propriétaires qui voient effectivement, quand vous avez 30-40 locataires qui demandent, forcément, ça a tendance à monter les prix. Quand il y a de la rareté, on peut choisir son client, hein, pour le dire plat, et donc on peut monter un peu, et puis voilà. Et puis c'est dû aussi, moi je trouve qu'on voit fort ça depuis le Covid quand même. Il y a quand même une partie de la population en Belgique, mais aussi extra-Belgique, qui a des moyens financiers et qui vient capter de plus en plus de logements. Alors, pas nécessairement pour une spéculation immobilière au sens « je capte, je laisse dormir », mais j'ai les moyens d'avoir une propriété, 2 propriétés, 3 propriétés, et je capte des choses qui pourraient rester divisées, qui pourraient être achetées par plusieurs ménages différents ou qui pourraient être mis en location. Et on voit ça en grande quantité et qui est en train de conquérir non seulement les milieux urbains, mais aussi les milieux ruraux. Et c'est un peu effrayant. Même dans votre coin, enfin, en tout cas que vous connaissez bien, Marche, Marlois, les loyers à 2 chambres, c'était presque plus de 700 €. Quelque chose de correct, si vous voulez, dans une localité où il y a de la mobilité, par exemple la gare, etc. 2 chambres, il faut monter à 700, 750 €. Il y a quelques années, c'était plus les charges. Par exemple. On est en plein milieu rural, hein, donc je veux dire que des choses qui seraient autour de 400, 450, 500 €, on pourrait comprendre au coût d'aujourd'hui, hein, de la réalité d'aujourd'hui. Mais là, on est dans... Et donc, alors, pour peu qu'on aille évidemment dans des villages, mais où il n'y a pas de mobilité, plus de magasins, etc., on va avoir un petit tassement, mais le tassement n'est pas si énorme que ça. Et c'est dans ces endroits-là qu'il y a de plus en plus de captation par les gens qui ont les moyens. Vous savez, le télétravail a aussi beaucoup modifié ça. Le télétravail dans les hautes fonctions, où on a la possibilité de travailler 3 jours chez soi ou 4 jours chez soi, et de faire même le chemin jusqu'aux Pays-Bas, hein, pour aller 1 jour ou 2 dans sa société, ça change tout en termes immobiliers. Jardin dans la région de Marlois. Ah ben, on achète des propriétés où on a à la fois l'espace vert, etc. Le Covid a aussi produit ça, mais cet effet-là, évidemment, il est réalisable chez celui qui a de l'argent, pas chez les autres. Arnaud, quelle est la proportion du logement? Est-ce qu'on a des chiffres privés, enfin de l'habitat privé et public? Mais donc les chiffres, alors ils varient aussi. Donc sur la région wallonne, il y a vraiment des disparités entre, par exemple, le milieu urbain et le milieu rural. Mais donc on est avec plus ou moins 70% de propriétaires occupants et 30% de locataires. Et au niveau du logement social, on peine à être à 6%, avec des disparités aussi très très grandes dans certains territoires. Et donc ça, c'est vrai. Et globalement, on voit plutôt une érosion du logement social. Hein. Globalement, il y a de moins en moins de logements sociaux. Les sociétés sont parfois en mauvaise santé financière, elles revendent. Alors on dit toujours oui, on a construit autant, mais il faut regarder combien aussi elles ont revendu et qui va partir sur le marché privé où il n'y a plus aucune maîtrise. Le logement social, le logement public, c'est l'encadrement des loyers. Et globalement, c'est ça, c'est une maîtrise sur les loyers. Et on l'oublie de le rappeler, c'est vraiment la meilleure sécurité sociale. C'est-à-dire, je veux dire, le logement social permet à des centaines de milliers de personnes de ne pas être à la rue ou se retrouver avec un endettement fort. On le voit aussi au niveau des expulsions. Il y a moins d'expulsions dans le logement social, ça garantit aussi, il y a beaucoup plus de dialogue aussi, puisque le bailleur, de recherche de solutions, et on peut mettre en place des choses pour essayer de faire en sorte que les personnes sortent d'un surendettement, etc. Et donc trouver des solutions, c'est vraiment ça le message clé, c'est qu'il faut s'y prendre bien à temps et ne pas attendre d'être avec des mois d'arrière-loyer, parce qu'après une expulsion,
On se retrouve vraiment avec des endettements très très importants. Et là, je dirais, c'est une mise à mort sociale. Il ne faut pas affaiblir les outils du logement social, parce qu'il y a les sociétés de logement de service public, comme tu disais, qui parfois doivent vendre pour tenir le coup. Mais on a aussi un modèle, par exemple, d'agence immobilière sociale, où c'est socialisé en quelque sorte du logement privé. Je ne vais pas expliquer ici le détail technique de comment ça fonctionne. En gros, un propriétaire privé remet à une agence immobilière sociale qui gère pour lui. Voilà. Et donc, normalement, avec des loyers, on essaye d'être dans des loyers plus écrasés. Et le propriétaire abandonne en pourcentage. Il n'est pas grand perdant, mais il est tranquille. Mais il est tranquille. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une dérive, en fait, dans un certain nombre d'agences immobilières sociales ou dans une vision prospective des agences immobilières sociales, où on a de plus en plus tendance à aller dans des logements plus aisés, à monter les loyers, à avoir des contrats avec des investisseurs privés, mais alors pas toujours avec la maîtrise pour qu'on reste bien social. Voilà un outil qui est très financé par la région wallonne. Et nous, ce qu'on dit, et je pense que c'est ce que le Rassemblement dit de la même façon, on est dedans d'ailleurs, c'est dès lors qu'il y a de l'argent public qui est investi en masse pour que les ménages plus vulnérables, avec un portefeuille plus plat, etc., puissent avoir du logement, il est anormal de laisser filer à ce que ça monte, en quelque sorte, dans les loyers. Là, il faut absolument réguler aussi. Tout à fait. Basile. Ouais, je voudrais rebondir sur un élément qui a été dit. On a parlé de l'offre et de la demande, et qu'en fonction de la demande, on augmentait les loyers, etc. Tout ça, c'est basé sur l'idée que le logement, en fait, c'est un bien comme un autre, et dont les prix... Et en fait, le marché, c'est quoi ? C'est un système d'allocation, d'attribution des ressources qui est assez efficace, mais qui est porteur d'une violence intrinsèque. Et tout ce qui est logement social, AIS, etc., ça consiste à influencer le marché par l'offre, en fait. On va concurrencer avec des logements moins chers, mais l'échelle de la chose est telle que c'est pas ça qui va faire... Ça qui touche, en fait. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un logement dans ce genre de structure, oui, mais c'est pas ça qui va... Ce qu'il ne faut pas avoir peur de dire, c'est que le logement, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Oui. Et ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire de dire ça. Il y a d'autres choses dont on a décrété par le passé que ce n'étaient pas des marchandises comme les autres. Le travail, on a constaté qu'on était seul face au patron pour négocier son salaire et ses conditions de travail. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a socialisé la négociation, on a instauré des commissions paritaires. La santé, on est bien placé pour le savoir chez Solidaris, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et ça ne s'est pas fait... ça s'est pas fait dans une paix sociale totale. Il a fallu lutter à un moment et entrer en conflit pour que ça puisse se faire. Et on a instauré des instances de concertation sur les montants des consultations qui sont remboursés, les suppléments d'honoraires qui peuvent être demandés, qui ne peuvent pas être demandés, etc. Et en fait, pour le logement, il ne faut pas avoir peur de dire on ne fait pas que de l'influence à coup de subsides par l'offre, mais on fait une régulation qui n'est pas une régulation brutale et stadinienne. On vous impose une grille qu'on a calculée dans une administration. Oui. Mais c'est aussi parce qu'on croit au modèle, en tout cas chez Solidaris, de la concertation sociale et d'appliquer ce genre de modèle dans le cadre du logement. Donc ce serait par exemple ce que Solidaris préconise, une sécurité sociale du logement. Ça peut être exactement... Qui existe d'ailleurs dans certains pays anglo-saxons. Par exemple. Ça consiste en quoi, une sécurité sociale du logement, Christine? Et puis, techniquement, je ne saurais pas dire... je n'ai pas la réponse sur ça consistera en quoi. Mais ce qui est intéressant dans l'idée, en tout cas, d'amener... il pourrait y avoir une sécurité sociale du logement, c'est précisément de sortir l'idée que le logement est un bien marchand, à l'égal de tous les autres. Non, c'est un bien de la sécurité, c'est un lieu de l'existence. Des politiques devraient avoir la fierté de dire ma politique publique, ma politique sur le privé, c'est de loger tout le monde correctement. Aller contre les plus riches qui spéculent. Écoutez, il faut toucher progressivement, alors que ce soit par la sécurité sociale, en pensant à ce que ça veut dire aussi la gestion du patrimoine, en questionnant l'héritage. Il faut oser s'attaquer à ces questions. La taxation de multipropriétaires. Oui, il faut oser s'attaquer à ces questions-là, parce qu'à un moment donné, on vit sur un même territoire et sur une même planète. Et si on relie... toujours, les gens plus pauvres, on ne peut pas vivre bien en ayant... Si on relie la paix sociale, les enjeux environnementaux, climatiques, à la justice sociale, que revêt la réalité d'avoir un logement pour tous, on est obligé de penser dans ce sens-là. Alors en effet, est-ce que les politiques auront le courage ? C'est difficile. On voit bien qu'on est des pays, j'ai envie de dire, qui sont un peu fondés sur une vision bourgeoise du rapport au logement. Et
libre. On a envie libre et bourgeoise. C'est vite liberticide de toucher à tout ça. Mais, bon Dieu, c'est pas liberticide de se dire que chaque ménage dans notre pays devrait être logé correctement, ce qui aiderait l'enveloppe de la sécurité sociale, le bien-être des gens, les relations sociales, le bien-être des enfants qui grandissent, Il reste etc. 4 minutes. Oui, mais donc, voilà, Arnaud. C'est sûr que là-dessus, nous, on défend cette vision-là et ce principe-là, mais on est face à des intérêts et des lobbies très très forts. Le syndicat national des propriétaires, et on l'a dit, 70% de propriétaires occupants, et puis dans les propriétaires bailleurs, on voit quand même que ce sont des profils aussi qui ont beaucoup d'intérêt à défendre. Un simple constat, il y a eu un gel de l'indexation des loyers durant la crise énergétique. Ça a été attaqué par des recours, et le moratoire aussi, par le syndicat. Il y a toujours un recours qui est en cours. Et donc on voit que même quand on touche à quelques centimes, une indexation, c'était vraiment avec des loyers qui sont déjà très élevés. Oh là là, sacré saint, on est comme si on touchait à quelque chose qu'il fallait absolument pas. Donc on voit qu'on est face à ça aussi, à des paradigmes. Il faut amener des notions telles que la sécurité sociale et repenser complètement la politique du logement. Vous seriez pour une sécurité sociale du logement, par exemple ? En tout cas, de penser cette notion-là et de l'explorer. Je pense qu'on parle de sécurité sociale maintenant alimentaire. Cette notion-là de sécurité sociale est extrêmement importante. Et donc, sur la question du logement, je pense qu'elle mériterait d'être creusée et que c'est quelque chose sur lequel ça vaudrait la peine de... Parce que la notion de sécurité sociale que vous déposez sur la table, et en général, c'est quoi ? C'est du droit garantie pour les plus vulnérables. C'est ça qui a derrière la notion de sécurité sociale. En quelques mots, c'est quoi une sécurité sociale du logement ? Allez, oui, il reste 2 minutes. Mais comme le soulignait Arnaud, c'est qu'il s'agit vraiment ici de poser l'idée, de faire avancer l'idée que le logement, c'est pas une marchandise comme les autres et qu'il faut socialiser les risques et socialiser la négociation. Voilà, une sécurité sociale, c'est ça. Après, sur les modalités concrètes, ça peut être discuté. Mais là où je voudrais vous répondre ou vous reprendre, c'est que vous posez la question, est-ce que les politiciens oseraient, est-ce qu'on oserait faire ça ? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Oui. Quand on regarde notre modèle de concertation sociale au niveau professionnel, au niveau sanitaire, c'est menacé aujourd'hui. Et en fait, si on reste dans des postures réactives et qu'on essaye de régler les choses à coups de subsides, ça fout ça. De toute façon, il y aura aussi la transition écologique. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça. On ne peut pas atteindre, par exemple, une transition juste en s'en remettant au mécanisme actuel. Le court-termisme ne peut plus tenir aujourd'hui. Voilà. Il faut l'ambition et l'audace de changer de modèle. Il faut aussi sortir de l'idée qu'il n'y a que la propriété qui est la réponse. Il y a des pays où on voit que le locatif est quelque chose qui permet aux gens de bien vivre. Dans le ventre, oui, mais ça fait partie de la question parce qu'elle n'existe pas dans tous les pays. Donc, comment est-ce que ça se fait que dans la mentalité belge, c'est ça? On a à la fin d'une politique, je pense, la politique qui a été après-guerre, c'était miser sur l'accès à la propriété privée. Aujourd'hui, l'accès à la propriété privée n'est plus du tout une option pour beaucoup de personnes. Je veux dire, l'âge moyen recule et donc c'est bouché. Le logement social est bouché. Les gens sont prisonniers du marché privé. Et il faut vraiment arrêter. Et donc, on a les mêmes outils qu'il y a 50 ou 60 ans pour répondre à une crise écologique. Et là, on nous parle de rénovation, d'interdire les logements passoires, etc., sans répondre et sans amener des outils pour repenser la politique de logement. Il faut arrêter ça. Il va falloir de l'argent. Mais ça, les politiques, quand on parle au ministre du logement, il dit ça, c'est le ministre de l'environnement, etc., enfin de l'énergie. Et donc, ils sont en train de mettre en place des mesures extrêmement importantes en termes de juste interdire les logements passoires. C'est du logement social de fait. Ça veut dire qu'en gros, où vont aller ces personnes-là, sans avoir une réflexion sur la petite politique du logement, c'est inacceptable. Et ça, il faut vraiment le dénoncer. Je pense que le réseau le nomme avec le pacte logement-énergie. Oui, le pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats. Et il faut beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais l'argent, il peut être là avec une justice fiscale. Très bien, on arrive au bout de cette émission. Merci à tous les trois, on vous sent très engagés et heureusement, c'est une question importante. On peut rappeler les sites internet peut-être pour que nos téléspectateurs puissent aller... Oui, bien sûr, et puis si ça les intéresse, on a une série de conférences sur le logement où nous intervenons, moi-même, Christine Mailly et mes collègues de Solidaris, et toutes les informations se retrouvent sur Ma Vie en Plus, qui est le web média de Solidaris. Ma Vie en Plus. Voilà, vous cherchez sur votre moteur de recherche. Rassemblement ? C'est RWDH et nous on va lancer là prochainement un site qui s'appelle Touche pas à mon loyer, qui va vraiment permettre aux personnes de calculer, de vérifier si l'indexation de leur loyer, parce que suite aux mesures qui ont été prises, c'est devenu extrêmement compliqué. Il y a un grand risque que les locataires se fassent avoir et donc on est en train de bosser là-dessus avec Solidaris, avec le réseau, pour permettre justement d'avoir un outil. Donc Touche pas à mon loyer et le RWDH qui est le site de notre association. Et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. RWLP.be. Et donc vous pouvez y retrouver en effet le pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats que Arnaud nommait. Et puis, ce sont les alliances qui vont nous rendre forts. Et on sent qu'elles grandissent, les alliances. Ouais. Ça, c'est intéressant. Merci Christine, merci Arnaud et merci Basile d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous. Merci.